Alors, monsieur le député Nicolas Forissier, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les collaborateurs, contribuables associés, vous remercie chaleureusement de votre présence à ce 165e rendez-vous parlementaire du contribuable consacré aujourd'hui aux agences de l'État. Nous organisons depuis 2001 ces réunions de travail à l'Assemblée où nous convions systématiquement les 577 députés et leurs collaborateurs. Indépendants des partis politiques et ne recevant aucune subvention publique, Contribuables Associés a pour objectif de promouvoir une gestion économe des deniers publics. Alors ce qui nous caractérise par rapport à beaucoup de groupes de pression, c'est que nous ne demandons pas plus d'argent, pas plus de moyens, pas plus de fonctionnaires, mais uniquement une rationalisation de la dépense publique. Notre réunion du jour est présidée par monsieur le député Nicolas Forissier, que je remercie pour sa détermination à traiter ce sujet qui préoccupe tant les contribuables. Merci aussi à François Ecal d'être une nouvelle fois parmi nous. Vous êtes ancien magistrat à la Cour des comptes, président de l'association Finances publiques et économie FIPECO. Et nous pouvons retrouver vos analyses sur le site fipeco.fr. Alors ce rendez-vous tombe à point nommé puisque le ministre de l'économie et des finances, M. Bruno Le Maire, a lancé en janvier dernier le lancement d'une revue des dépenses publiques pour recenser les différentes pistes d'économie. Cet audit des dépenses publiques, les membres de Contribuables Associés la réclament depuis plusieurs années. Et pour ce faire, nous avons utilisé tous les moyens qui étaient à notre disposition pour faire entendre la voix des contribuables, travail auprès des parlementaires, publication d'études inédites, campagne de mobilisation sur les réseaux sociaux ou encore intervention dans les médias. Notre réunion de ce jour a pour objectif d'évoquer ensemble ce fameux coffre dont on a perdu la clé, pour reprendre la formule de monsieur le député Forissier. Ce coffre pèse aujourd'hui plus de 100 milliards d'euros et il porte un nom, les agences de l'État. Nous avons d'ailleurs décidé de mobiliser notre équipe pour rédiger une étude sur ce sujet, étude qui est à votre disposition dans les pochettes que vous avez reçues. Où nous citons notamment l'Inspection générale de finances qui, dans son rapport de 2012, dédié aux agences de l'État, écrivait « Tout laisse à penser que la création de ces multiples entités se soit déroulée sans réflexion d'ensemble, sans pilotage stratégique. Ainsi, rares sont ceux qui savent avec précision leur nombre, leur coût exact, mais aussi parfois leur mission. » En effet, depuis ce fameux rapport de l'IGF, le suivi et contrôle des opérateurs d'État et des organismes divers d'administration centrale semble patiner. Vous-même, élu de la nation, vous ne disposez pas d'informations assez précises pour avoir une vision exhaustive de la situation. Par exemple, aucun jaune budgétaire n'est à votre disposition pour vous permettre d'apprécier l'effort financier qui est fait sur les ODAC. Certes, une rationalisation entamée en 2008 a permis de faire baisser le nombre des opérateurs, qui passe ainsi de 649 à 438 en 2023. Cette baisse de plus de 30% ne doit pas masquer le fait que pour une bonne partie, il s'agit tout simplement d'une sortie de périmètre et non de suppression. Mesdames et messieurs, je vous propose de percer, ou en tout cas de tenter de percer ensemble le coffre-fort des agences de l'État. Et après cette petite introduction, je laisse la parole à monsieur le député. C'est bon, voilà. Merci beaucoup, directeur, pour cette introduction. Vous avez dit beaucoup de choses. Je voudrais juste, moi, brièvement, parce que nous sommes d'abord là pour écouter François Ecal, qui maîtrise tout ça, qui est un peu un de nos phares dans ce combat pour la maîtrise de la dépense publique que nous sommes un certain nombre à vouloir conduire ou à conduire. Je voudrais juste revenir sur 3 points. D'abord, je suis très honoré qu'on m'ait demandé, c'est arrivé à d'autres, je crois, de présider cette séance au rendez-vous du contribuable. J'en profite pour dire que Contribuables Associés, vous êtes une association, je connais depuis longtemps, parce que je suis dans cette maison depuis quelques années, qui a toujours été une vigie, parfois percutante, parfois un peu impétueuse, voire impertinente à l'égard de certains parlementaires, du gouvernement, mais une vigie utile pour garder à l'esprit l'importance de savoir maîtriser les impôts et donc la dépense publique. C'est jamais que l'argent des Français et des Françaises. Et je voudrais vraiment saluer votre opiniâtreté, le travail que vous faites, l'indépendance qui est celle de Contribuables Associés, vous l'avez rappelé d'ailleurs, aucune subvention publique, uniquement les cotisations, les dons des membres très très nombreux, d'ailleurs je n'ai plus le chiffre en tête, mais plus de 350 000. Voilà, c'est plusieurs centaines de milliers d'adhérents. Et je pense que c'est important d'avoir
des organismes, des think tanks, des associations comme la vôtre, qui nous permettent de retrouver une certaine indépendance d'esprit, une certaine liberté de pensée et d'analyse, dont le Parlement, j'y reviendrai, n'est pas toujours pourvu. Ça fait longtemps, on est un certain nombre ici à demander, que nous souhaitons avoir une agence indépendante, ou en tout cas un organisme totalement indépendant qui nous permet de ne pas dépendre de Bercy, pour faire court, et d'avoir une analyse du Parlement totalement objective sur la dépense publique, sur les politiques conduites, qui nous permettent d'avoir nos propres études d'impact sans dépendre de l'État, dont nous sommes normalement censés, c'est une des deux missions du parlementaire, contrôler l'action et la dépense. La deuxième chose que je voudrais dire dans le droit fil de ce qui précède, c'est que on est un certain nombre de parlementaires, et je le dis ici, notamment Stéphane Viry, Éric Pauget, mais on est ouvert à tout le monde, qui avons, ces dernières années, notamment au début du précédent quinquennat, travaillé, on avait reçu François Eckhart d'ailleurs, sur la question de la dépense publique. Moi, je crois que, et on va recommencer d'ailleurs, on va continuer, je le précise tout de suite, et j'essaierai d'inviter tous ceux qui peuvent être intéressés. Je considère que la maîtrise et la réduction de la dépense publique, c'est la mère des réformes. Et que si on ne fait pas ça, on ne se donne en aucun moment les moyens de rendre la politique de l'État, les politiques de l'État, beaucoup plus efficaces. C'est la mère des réformes. Je suis extrêmement surpris d'ailleurs que ce sujet, au fond, ne soit jamais abordé. On pourrait évoquer, y compris la question je pense, de la réforme des retraites. C'était aussi, peut-être avant tout, une question de maîtrise de la dépense publique. Et peut-être qu'on aurait pu le dire beaucoup plus clairement, et je pense que les Français et les Françaises auraient parfaitement compris. Peu importe, on ne va pas revenir sur ce débat, mais cette question, elle est majeure. On ne fait rien si on continue à s'étouffer progressivement, et nous savons bien que la France est la championne des dépenses publiques, et donc la championne ou la vice-championne des prélèvements obligatoires, et que ça se traduit dans le porte-monnaie des ménages, comme dans la compétitivité des entreprises, par un alourdissement permanent, et je l'ai dit, par un étouffement, en tout cas c'est ma conviction, qu'il faut absolument combattre. Et encore une fois, en disant cela, je ne fais de procès à personne, ou alors je le fais à tout le monde, je nous le fais collectivement, car ça n'est pas le résultat de ces dernières années uniquement. Ça fait 25, 30, 40 ans que nous avons pris de mauvaises habitudes. Et malgré à certaines périodes des sursauts, des tentatives de reprendre les choses en main, et ça a été le cas, vous l'avez dit, à plusieurs reprises dans cette excellente note, à plusieurs reprises ces dernières décennies, y compris récemment par la circulaire d'Edouard Philippe en 2019, si je ne me trompe. C'était le cas sur les opérateurs de l'État, mais malgré ces sursauts, on a le sentiment qu'il y a cette espèce de mécanique infernale de la dépense publique dans notre pays. Et je crois qu'il est extrêmement important de réagir, parce qu'il y a plus de 3 000 milliards de dettes, avec des taux d'intérêt qui augmentent et qui vont rendre la charge de la dette absolument insupportable dans le budget de l'État. Nous devrons, comment dire les choses clairement, faire prendre conscience à l'opinion que c'est une priorité, que la mère des réformes, c'est la maîtrise de la dépense publique. Et je voudrais terminer cette introduction, un peu improvisée, mais vous le sentez que je le dis avec mon cœur, et avec passion, par l'évocation de l'étude qui a été faite sur les agences de l'État, les opérateurs, comme vous les appelez, parce qu'il y a des statuts juridiques, on va y revenir peut-être très compliqués, très différents, mais des frontières assez floues d'ailleurs entre ces différents statuts juridiques, ce qui rend la lisibilité de cette dépense-là extrêmement complexe. Je voudrais féliciter ceux qui ont réalisé cette étude, elle est très complète, elle est très intéressante, y compris dans sa partie comparaison internationale. Je vous d'ailleurs une parenthèse, si on veut maîtriser la dépense publique et plus globalement, si on veut mieux gérer notre pays, il va falloir qu'on prenne enfin l'habitude des comparaisons internationales, parce que le débat public français, il est nombriliste, il est hexagonal, on se regarde en permanence nous-mêmes, mais on refuse toujours d'aller voir ce qui se passe chez nos voisins ou dans le reste du monde, sauf quand ça nous arrange. Mais en général, c'est absolument pas le cas du débat public. Je pense que vous serez d'accord avec moi, cher François Eckhart, sur cet aparté. Mais en tout cas, c'est fait dans cette étude, et je veux vraiment vous en remercier et vous en féliciter. Elle vient d'ailleurs, l'évoque en appui d'une petite étude beaucoup moins fouillée, un peu plus polémique et plus simpliste, mais qui est très utile, qui avait été conduite par Othman, mon ami Othman Nasrou,
sur en gros les 100 structures à supprimer pour simplifier le millefeuille administratif français. Il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises comme celle-là, et je trouve que ce moment, ce rendez-vous que vous organisez, de ce point de vue, doit être l'occasion de faire une espèce de synthèse, un point, et je conclus par cela, de souligner aussi, on est dans le rendez-vous parlementaire de Contribuables Associés, que c'est au fond au Parlement qu'il devrait revenir de contrôler ce millefeuille administratif, et notamment l'efficience, la bonne gestion, le respect du périmètre budgétaire, de ces multiples opérateurs. On en a, je crois, si on fait le total, je ne vais pas dire le mauvais chiffre, on a aujourd'hui 438 opérateurs de l'État, 314 commissions diverses et des centaines de structures aux statuts juridiques divers qui sont rattachés à l'État, y compris parfois avec 2 personnes et 0 réunion par an. Mais tout ça, mis bout à bout, est extrêmement néfaste à la lisibilité de l'action publique. Je pense que c'est extrêmement néfaste et improductif en matière de gestion des politiques publiques. Et tout cela a un coût, parce que finalement, quand on additionne la totalité, on peut se poser des questions. Alors, je veux dire tout de suite, il peut y avoir des opérateurs de l'État, et c'est d'ailleurs dans cet esprit qu'ils ont été créés, qui sont extrêmement efficaces, utiles, parce qu'ils ont une capacité opérationnelle que l'administration du ministère n'aura pas pour remplir une mission précise correspondant à une politique publique qui a été choisie. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'avoir une sorte de commission de la hache qui taille largement, qui fait des coups de phrase, comme on dit chez les forestiers. Non, c'est pas ça. Il s'agit d'avoir une analyse fine, et pour cela, je pense que le travail du Parlement est absolument primordial, parce que nous savons, nous, dans nos différentes commissions, comment fonctionne ce contrôle parlementaire, parce que nous avons l'exigence, et parce qu'au fond, ce serait aussi une façon de redonner au Parlement, et notamment à l'Assemblée nationale, tout son rôle dans le bon fonctionnement de notre démocratie. Donc j'appelle effectivement à ce que l'on puisse, ça devrait faire l'objet peut-être un des axes prioritaires des réformes et des changements de gouvernance des mois et des années qui viennent, à ce que le Parlement puisse effectivement conduire un travail massif, rapide, j'insiste, rapide, sur le fonctionnement de l'appareil de l'État, et en particulier sur ces questions des agences et opérateurs de l'État qu'il faut absolument simplifier, et pour maîtriser notre dépense publique, donc baisser les prélèvements, et par souci surtout peut-être d'efficacité des politiques publiques. Merci beaucoup en tout cas pour l'introduction générale, politique, que celle que peut-être que ce que va nous dire maintenant François Leclerc, mais on attend beaucoup votre expertise pour nous éclairer sur tous ces sujets et vos recommandations. J'espère qu'elles correspondront à ce que nous avons dit l'un et l'autre en introduction. Bonjour, merci beaucoup d'abord à Contribuables Associés de m'avoir invité aujourd'hui donc à vous parler de ces fameuses agences. Alors, l'exercice et la mission est difficile en fait parce que dans ce document, cette étude de Contribuables Associés, on trouve à peu près tout. Le document est déjà très complet et je suis assez largement d'accord avec tout ce qui est écrit, donc je risque de me répéter en fait ce que vous allez dire. Voilà. Donc je vais quand même essayer et en fait en 2 points. Dans une première partie, je vais essayer de dresser un peu un panorama de ces agences. Et puis, dans une deuxième partie, de voir un peu quels sont leurs avantages et leurs inconvénients de ce mode de fonctionnement administratif pour en tirer éventuellement des conclusions et des recommandations. Le panorama d'abord. D'abord, il n'y a pas dans les organismes publics, il n'y a pas une catégorie particulière qui s'appelle agence. On parle d'agence. Il y a des organismes publics qui ont le mot agence dans leur nom, mais ça ne fait pas un ensemble homogène, bien défini, avec une liste, etc. Bon. En fait, il y a 2 ensembles d'organismes publics pour lesquels il existe une liste précise et pour lesquels il y a une définition à peu près précise de ce qu'on y met. Le premier ensemble, c'est celui qu'on appelle des opérateurs de l'État. Les opérateurs de l'État, c'est une notion budgétaire qui n'était pas qui vient de la LOLF.
la loi organique sur les lois de finances de 2001, mais qui ne se trouvait pas dans le texte initial de la LOLF. En fait, dans la LOLF, il y a une nomenclature des dépenses budgétaires de l'État dans laquelle on distingue des subventions pour charges de services publics. Et très vite, après 2001, dans les documents budgétaires, on a désigné par opérateur de l'État les bénéficiaires de ces subventions pour charges de services publics. Puis c'est devenu une habitude, et puis à un moment, je ne sais pas si c'est à l'initiative du Parlement, etc., mais on s'est dit qu'il serait bien d'avoir une information annexée au projet de loi de finances sur ces bénéficiaires, ces opérateurs, et donc on a créé, je crois que c'était en 2006, le jaune budgétaire, une annexe au projet de loi de finances qui porte sur les opérateurs de l'État. Dans lequel il y a quand même pas mal d'informations, même si on peut toujours penser qu'il devrait y en avoir plus. Et donc, dans ce jaune budgétaire, il y a une liste, et c'est là où, en effet, la dernière, celle qui est annexée au projet de loi de finances pour 2023, dans cette dernière liste, on en trouve 438, en effet, un nombre qui a évolué dans le temps, qui était autrefois, il y a quelques années, était beaucoup plus important, qui a diminué, qui augmente, au fur et à mesure des disparitions, des rentrées, des changements de liste, etc. Alors, comment peut-on définir ces opérateurs? Dans le jaune budgétaire, on les définit d'abord, à l'origine, ce sont des organismes qui bénéficient de subventions pour charges de services publics. Donc ce sont des organismes qui ont une mission de service public et qui sont largement, en partie au moins en tout cas, subventionnés par l'État pour exercer ces missions. Ce sont des organismes qui sont contrôlés par l'État, sur lesquels l'État au moins a une tutelle, et qui sont quand même juridiquement indépendants de l'État, qui ont une autonomie, mais qui sont contrôlés par l'État, et qui reçoivent donc des subventions. Des subventions, à l'origine, c'était des subventions, puis de plus en plus, ça a été aussi des taxes affectées. Donc ces subventions, en fait, un financement essentiellement par subvention ou par taxes affectées. Donc ça voilà, c'est le premier ensemble dont on parle beaucoup. Le deuxième ensemble, disons, d'agences, pour employer ce terme, on le trouve dans la comptabilité nationale. Dans la comptabilité nationale, il y a un secteur qui est celui des administrations publiques, et comme on sait bien maintenant, quand on parle de déficit public ou dette publique, c'est le déficit ou la dette de ces administrations publiques. Et dans ces administrations publiques, il y a trois, au niveau international, on distingue en général trois grandes catégories: les administrations publiques centrales, locales et sociales. Et l'INSEE, à l'intérieur, et c'est permis par ça fait partie de la nomenclature de la comptabilité nationale, l'INSEE, à l'intérieur des administrations publiques centrales, distingue l'État, au sens strict, d'un côté, et ce qu'elle appelle des organismes divers d'administration centrale, dont la définition, en fait, est très proche de celle des opérateurs de l'État. Ce sont des organismes contrôlés par l'État, qui ont une activité essentiellement non marchande, c'est-à-dire en pratique qui sont financés soit par des subventions de l'État, pour l'essentiel, pour plus de la moitié de leurs coûts, soit par des subventions de l'État, soit par des impôts affectés. Donc on retrouve la même définition que les opérateurs. Et dans ces organismes divers d'administration centrale, il y a une liste exhaustive, et on en trouve à peu près 700. Ce n'est pas exactement la même liste que les opérateurs, c'est plus de 80% quand même la même. Il y a des différences. Par exemple, dans les administrations publiques centrales, on a donc ces organismes divers d'administration centrale, mais il y a une autre catégorie des administrations publiques qui est les administrations publiques locales, dans lesquelles on trouve les collectivités locales, mais on trouve aussi de la même façon des organismes divers d'administration locale qui sont constitués par des organismes contrôlés cette fois-ci par les collectivités locales ou des organismes contrôlés par l'État mais qui ont une compétence territoriale.
les agences de l'eau, par exemple. Les agences de l'eau sont des opérateurs de l'État en comptabilité budgétaire, mais en comptabilité nationale, ce sont des organismes divers d'administration locale parce qu'elles ont elles ont une compétence territoriale. Donc il y a des tas de cas, et donc elles ne sont pas dans les organismes divers d'administration centrale. Donc ceci pour vous montrer qu'il y a pour des tas de raisons de ce genre, on peut trouver des exemples dans tous les sens. Il y a des organismes qui sont dans les opérateurs de l'État, mais pas dans les ODAC, qui sont dans les ODAC, mais pas dans les opérateurs de l'État, ou qui sont dans les opérateurs de l'État, pas dans les ODAC, mais dans les ODAC. Voilà, donc on a trois... Pardon? C'est visible. Alors c'est un peu compliqué, voilà. C'est un peu compliqué, mais le fait est que, voilà, c'est pas forcément très lisible en effet, mais le fait est qu'on a, voilà, on a au moins deux listes d'organismes qui dépendent de l'État, si je mets à côté tous les organismes, tous les établissements publics qui dépendent des collectivités locales. Alors, l'avantage de la comptabilité nationale, c'est que ça permet de faire des comparaisons internationales. En principe, la définition et le périmètre des administrations publiques est harmonisé au niveau international, ce qui permet de comparer les dépenses publiques, les prélèvements obligatoires, le déficit public, etc., dans tous les pays. La distinction à l'intérieur des administrations publiques centrales entre l'État d'un côté et puis tous ces organismes, ces ODAC de l'autre, elle n'est pas faite par tous les pays, en pratique. Ce qui veut dire qu'en fait, on ne la retrouve pas dans les bases de données d'Eurostat ou de l'OCDE. Ce qui empêche de faire quelque chose qui pourtant serait en effet très utile, c'est-à-dire des comparaisons internationales portant uniquement sur cette catégorie-là. En fait, les comparaisons internationales ne peuvent porter que sur l'ensemble État plus organismes divers d'administration centrale, c'est-à-dire ces administrations publiques centrales. Bon. Donc, on ne peut pas faire de comparaison internationale. En revanche, en France, on peut isoler, dans le cas français, et ce que je vais y venir, on peut isoler les deux. Donc, on a ces deux grandes listes. On a une troisième liste aussi, alors qui est parfois assimilée aux agences, mais c'est quand même un petit peu différente, qui est ce qu'on appelle les administrations, les autorités administratives indépendantes ou les autorités publiques indépendantes. C'est une notion qui est plus juridique. Ce sont deux ensembles qui sont beaucoup plus petits, qui chacun comporte une dizaine en fait d'autorités. La différence entre les autorités administratives et les autorités publiques, c'est que les autorités publiques ont une personnalité morale différente de celle de l'État. Et en fait, on y trouve surtout des organismes à qui l'État donne des pouvoirs réglementaires. Par exemple, la commission de régulation d'énergie, qui a des pouvoirs en matière d'organisation du marché de l'énergie, des organismes, des commissions de régulation sectorielles de ce type. Oui, par exemple. Et donc, pour lesquels les enjeux financiers ne sont pas énormes, parce que ce sont des organismes qui ont quelques dizaines de personnes, etc., mais pour lesquels les enjeux sont beaucoup plus de nature réglementaire. C'est-à-dire que l'enjeu est beaucoup plus dans leur pouvoir à organiser, typiquement organiser le marché de l'énergie, le marché des télécoms, l'autorité de régulation des transports, le marché des transports, etc. Donc les enjeux sont de nature différente dans le terme, donc je les mets de côté. Et puis au-delà de tout ça, on en a parlé, toutes les commissions diverses et variées, qui en général n'ont pas de personnalité juridique, ce sont des émanations de l'État, qui en elles-mêmes n'ont pas des budgets, en général des budgets de fonctionnement très importants, pour travailler quelques personnes, mais si on prend par exemple le cas d'une de ces commissions conseil dont on parle beaucoup en ce moment, qui est le Conseil d'orientation des retraites, il y a moins de 10 personnes qui travaillent au corps, mais ils font travailler d'autres administrations. Donc en eux-mêmes, qui ne sont pas beaucoup budgétairement, ce n'est pas de vrais enjeux, mais ils font travailler, les rapports du corps reposent sur des études, des travaux qui sont faits par les caisses de sécurité sociale, la direction du Trésor, du budget, la direction de sécurité sociale. Donc ils ont la possibilité de mobiliser beaucoup d'administrations. Bien. Alors, en fait, dans l'étude de contribuables associés, on parle beaucoup des opérateurs. Donc, moi, je vais donc, pour me différencier un peu, je vais vous parler plutôt, vous faire un panorama de ces fameux organismes divers d'administration centrale.
Parce que donc, dans les comptes de l'INSEE, en comptabilité nationale, on a leurs dépenses et leurs recettes. En France, on ne peut pas les comparer avec d'autres pays, mais pour la France, on les a. Donc on peut en faire un panorama financier. En 2021, les dépenses totales de ces organismes divers d'administration centrale, ces ODAC, pour simplifier, c'est 108 milliards d'euros, un peu plus de 100 milliards d'euros. C'est beaucoup. Le total des dépenses publiques, c'est 1500 milliards d'euros. Voilà, c'est un 15e à peu près du total des dépenses publiques, c'est pas négligeable. Donc c'est 108 milliards d'euros. Dans ces 108 milliards d'euros, quand on décompose ces dépenses par nature, on voit que leurs dépenses de fonctionnement, c'est un peu plus de 30 milliards d'euros. Un peu plus de 30 milliards d'euros, dont, disons, à peu près un peu moins de 20 pour la masse salariale et un peu plus de 10 pour les achats de biens et services. Le reste des dépenses de fonctionnement. Donc, un tiers de dépenses de fonctionnement. L'essentiel de leurs dépenses, plus de la moitié, 55 milliards, en fait, c'est des dépenses d'intervention, c'est des subventions, essentiellement. Dans ces organismes divers d'administration centrale, on a des organismes publics qui accordent, de très gros organismes publics qui accordent beaucoup de subventions. Vous avez un organisme, par exemple, qui est à la fois d'ailleurs un opérateur de l'État et un ODAC, qui est, on appelle l'Agence des services et de paiement, l'ASP. C'est une machine, c'est une pompe à 1 milliard d'euros qui est utilisée par l'État, pour le compte de l'État, distribue beaucoup d'aides à l'emploi. Historiquement, c'était à l'agriculture, puis ensuite beaucoup d'aides à l'emploi, etc. Donc, qui verse beaucoup d'aides et de subventions. Il y en a d'autres comme ça. Donc, ce qui fait qu'au total, on a 55 milliards à peu près de dépenses, disons d'aides et de subventions, donc ça des transferts. Et puis, il y a une vingtaine de milliards d'investissements. Il y a dans ces organismes des organismes qui investissent beaucoup, notamment, je vais y revenir, parce que dans l'investissement au sens de la comptabilité nationale, on a les dépenses de recherche et développement. Et si on regarde, on a aussi en comptabilité nationale une nomenclature des dépenses publiques par fonction, par grande politique publique. Et quand on regarde cette décomposition par fonction, eh bien on voit justement que la principale politique publique qui est exercée par ces ODAC, c'est la recherche. Pourquoi 30 milliards d'euros. Pourquoi parce que dans ces ODAC, on a le CNRS, le CEA, les universités, tous les centres de recherche sectoriels, comme l'INRA, le CNES, etc. Tout ça, toute la recherche, en fait, finalement, est déléguée dans ces ODAC, ou aussi d'ailleurs dans les opérateurs de l'État. On retrouve à peu près les mêmes. Et donc, sur ces un peu plus de 100 milliards de dépenses de ces ODAC, on a quasiment un tiers associé à la fonction recherche. Recherche fondamentale ou recherche appliquée. Et puis, il y a une vingtaine de milliards, c'est l'enseignement, c'est la fonction enseignement, parce que c'est l'enseignement, c'est l'université. C'est à la fois l'université et les grandes écoles. Et tous les établissements publics d'enseignement supérieur. Ils sont tous, comme ils sont tous autonomes, tous financés par des subventions de l'État, etc. Pour l'essentiel, ils sont tous à la fois d'ailleurs dans les ODAC et dans les opérateurs de l'État. Donc on a une vingtaine de milliards pour la fonction enseignement, et puis on a une dizaine de milliards aussi pour la fonction santé. Parce que dans ces organismes, on a les agences régionales de santé, on a et puis des tas d'organismes dans l'univers de la santé qui l'État délègue beaucoup de choses. Donc ça, c'est du côté des dépenses. Du côté des recettes de ces ODAC, on a essentiellement des subventions de l'État, par définition. On a plus de la moitié, c'est une soixantaine de milliards, c'est des subventions venant de l'État, ces fameuses subventions pour charges de services publics. On a une vingtaine de milliards d'impôts affectés, des impôts et taxes affectés. Et puis on a aussi une vingtaine de milliards, je dirais, de vente de biens et services pour compte propre de ces organismes qui vendent une partie de qui commercialisent une partie de leur activité ou qui font payer les ménages, les entreprises pour des services qu'ils rendent.
Donc ça fait une centaine de milliards et puis dans le financement, on a quelques emprunts aussi. Globalement, ces ODAC en 2021 étaient déficitaires de quelques milliards et donc devaient se financer par l'emprunt. Alors tous ne le peuvent pas, beaucoup de ces organismes n'ont pas le droit d'emprunter, mais certains le peuvent. Parmi les plus gros, donc il y a quand même un peu dans les ODAC aussi, par exemple, il y a un organisme qui s'endette beaucoup. Il y a en fait, c'est pas un opérateur de l'État, mais c'est un ODAC, c'est SNCF Réseau. C'est un énorme, et il s'endette. Donc voilà pour le panorama. Pour les avantages et inconvénients. En fait, ce modèle d'agence, comme on dit, on parle d'agence en se référant à un modèle de gestion publique qui est beaucoup utilisé dans d'autres pays depuis très longtemps. C'est le modèle de fonctionnement un peu très ancien, en tout cas dans des pays comme la Suède, dans les pays scandinaves, de manière plus générale, ou dans les pays anglo-saxons. L'idée, et ce modèle était très à la mode dans les années 90, dans le cadre de ce qu'on appelait, à l'époque, on appelle toujours la nouvelle gestion publique, le New Public Management. L'idée était la suivante, c'était un bon fonctionnement administratif, c'est un fonctionnement dans lequel on a un ministre et une administration centrale réduite qui définit et décide des politiques publiques et qui ensuite délègue leur mise en œuvre à des agences, à des organismes autonomes, à qui on fixe des objectifs, à qui on donne des moyens et que l'on juge sur les résultats obtenus en fonction de ces objectifs et de ces moyens. Donc, ce mode de fonctionnement, il a fortement inspiré en France la LOLF 2001. L'idée de la LOLF, c'est bien ça, à travers la globalisation des budgets par programme et la mise en place d'un dispositif de performance avec des projets annuels de performance, des rapports annuels de performance, c'est bien la même. On a des ministres qui décident des politiques et puis ensuite on donne aux gestionnaires de programmes budgétaires des objectifs, on leur donne des moyens financiers et on est supposé les rendre responsables de la réalisation de ces objectifs à travers des tas d'indicateurs dans tous les sens, etc. Donc c'était bien ça. Alors, dans le cas de la LOLF, on n'est pas forcément allé aussi loin que d'autres pays qui ont, par exemple la Suède, qui fonctionne uniquement par agence. On a parfois créé des opérateurs et parfois on a laissé la mise en œuvre de ces politiques à l'administration centrale, ou aux administrations déconcentrées, en tout cas à l'État lui-même. Donc on a toujours hésité, c'est là où en effet on ne sait pas très bien pourquoi on crée des agences ou pas. Au fil du temps, on a créé des agences, on est allé plus loin vers le modèle, disons le modèle suédois, où au contraire on les a supprimés, on a laissé l'État agir lui-même, etc. On ne sait pas très bien pour quelle raison. Alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait rendre autonome, donc aller jusqu'au bout et rendre autonome, en effet, rendre autonome ces opérateurs et la délégation de la gestion publique. Bon, les arguments qui sont avancés, c'est que si c'est autonome, ça permet d'avoir, si c'est des agences autonomes, il peut y avoir une gouvernance spécifique. Donc c'est une agence, un opérateur, il y a une autonomie juridique, donc il y a un conseil d'administration dans lequel vous pouvez mettre des parties prenantes, des représentants, des usagers, qui vous voulez, des salariés. Voilà. Il y a une gouvernance peut-être qui est plus appropriée. Vous avez, si c'est un organisme autonome, il y a une comptabilité autonome, donc ça permet d'avoir plus de visibilité sur le coût et les ressources liées à cette politique. Si c'est autonome et si c'est financé par des taxes affectées, ça permet souvent de rendre ces taxes plus acceptables. Les gens aiment bien savoir où vont leurs impôts, et donc l'idée que ces impôts n'aillent pas dans la grande caisse commune de l'État, mais dans des fonds, dans des organismes spécifiques, avec une gouvernance spécifique, où on est sûr qu'ils seront affectés à des dépenses particulières, ça rend souvent l'impôt plus facilement acceptable. Donc il y a cette idée-là aussi, et puis il y a aussi l'idée que quand il s'agit de politiques publiques qui doivent être mises en œuvre sur tout le territoire, il peut être utile d'avoir des organismes autonomes, territorialisés, avec une certaine autonomie, donc une certaine flexibilité, qui puissent éventuellement se faire une certaine forme de concurrence entre eux,
pour ça qu'à un certain moment, on a donné l'autonomie aux universités, comme on a fait des opérateurs de l'État. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles à un moment la liste des opérateurs a augmenté, c'est parce qu'on y a trouvé à un moment toutes les universités qu'on y a mis. Donc il y a des tas d'avantages de ce genre, il y a des inconvénients aussi. Les inconvénients, c'est que si vous créez des tas je dirais, de budgets autonomes, vous perdez de visibilité, le budget de l'État finit par ne plus signifier grand-chose, puisque tout se passe en dehors du budget de l'État et dans une myriade d'organismes dont, en effet, on ne sait pas très bien, il y a des listes concurrentes, on ne sait pas très bien qui y est, en effet, ce n'est pas forcément très lisible. On y perd de la lisibilité, on y perd, le Parlement y perd une partie de son pouvoir d'allouer les crédits. Si ces organismes bénéficient de taxes affectées, les gestionnaires publics n'aiment pas les taxes affectées parce que, certes, ça peut permettre de rendre l'impôt plus acceptable, mais les économistes et les gestionnaires disent oui, mais si vous affectez des taxes à un organisme, automatiquement cet organisme va dépenser pour le montant de cette taxe. Vous savez, et vous n'allez jamais remettre en cause ces taxes parce que c'est beaucoup plus difficile. Le Parlement s'y penche beaucoup moins souvent que quand il s'agit de voter des crédits annuels. Voilà. Donc on laisse ces taxes, elles augmentent, le produit augmente automatiquement, les dépenses augmentent automatiquement, qu'elles soient justifiées ou non. Donc il y a les gestionnaires et les économistes n'aiment pas les taxes affectées. C'est en effet un inconvénient. Et puis, si ces organismes sont, dans tous ces organismes, il y a des coûts fixes, il y a des fonctions support, il y a une comptabilité, il y a, voilà. Donc si c'est des organismes où il y a 3-4 personnes et qui dépensent 50 000 euros, c'est sûr que créer un organisme avec une comptabilité spécifique pour ça, il y a des coûts fixes qui font que ça n'a strictement aucun intérêt. Donc, voilà. Et puis, quand on multiplie les organismes dans tous les sens, ça pose des problèmes de coordination. Déjà, au sein de l'État, les problèmes de coordination ne sont pas évidents entre les ministères et même à l'intérieur d'un ministère. Dans votre étude, vous avez cité le cas de la santé. Le problème de la santé, de coordination, il se pose déjà au niveau de l'État, entre les différentes directions et services du ministère de la Santé, fonctionnent en silo. Alors après, quand on rajoute les agences régionales de la santé, ben, ça fait un silo supplémentaire. Voilà. On finit par avoir des problèmes de coordination. Alors, qu'en tirer alors, en plus, ça, ce sont les inconvénients intrinsèques. Dans le cas de la France, il y a quelque chose aussi qui n'a pas bien marché, c'est que si je reprends l'idée initiale, l'argument initial en faveur de ce fonctionnement par opérateur, c'est l'idée de la LOLF d'ailleurs, c'est on doit avoir un ministre qui décide et puis ensuite on délègue à des opérateurs à qui on donne des objectifs, des moyens, etc. En théorie, en France depuis 30 ou 40 ans, ça doit faire l'objet de contrats pluriannuels. On a appelé dans le temps, on a donné des appellations différentes, des contrats d'objectifs et de moyens, disons, pour simplifier, des COG, ça a changé dans le temps, mais l'idée est toujours la même. C'est sur une base pluriannuelle, on donne à ces organismes, on signe un contrat avec ces organismes, dans lequel on leur dit voilà quels sont vos objectifs, voilà quels sont vos moyens, voilà, et voilà sur quoi vous allez être jugé. Sauf que, quand on fait le décompte de ces contrats qui sont en cours, on s'aperçoit, pour les comptes, il y a à peine un quart des opérateurs pour lesquels le contrat existe. Donc ça ne marche pas. Voilà. En pratique, cette belle logique, ça ne fonctionne pas. Parce que, pourquoi parce que bien souvent, parce que l'État a trop d'objectifs, il n'arrive pas en fait à les définir finalement. C'est l'objectif contradictoire et puis qui change. Donc même que parfois quand il signe un contrat, le lendemain ce contrat n'est plus valable puisque les objectifs ne sont plus les mêmes. Enfin, voilà. Enfin, il y a des tas de raisons qui font que ça fonctionne mal. Donc qu'en conclure au total, on ne peut pas être pour ou contre ce fonctionnement en agence. Parce que voilà, il y a quand même des arguments pour, il y a des inconvénients. Et donc je pense que, en effet, comme c'est proposé d'ailleurs dans l'étude de contribuables associés, il faudrait au moins, disons, avoir une espèce de doctrine d'emploi, dire, voilà, quelques principes généraux sur la base desquels il faudrait après analyser au cas par cas. En fait, après, le problème, il se pose au cas par cas, agent, opérateur par opérateur, ODAC par ODAC. Est-ce que les raisons pour lesquelles il a été créé et continue à exister sont toujours valables?
au vu de cette grille de lecture qui reste encore à définir. En effet, cette doctrine d'emploi, on ne nous a pas encore. Voilà. Donc, très bonne, le Parlement. Le rôle du Parlement serait de la faire. Merci beaucoup, Monsieur Bécal. Je vous propose de laisser la parole à la salle si mesdames et messieurs les élus ont des questions à poser à notre expert. Maintenant, la question, c'est que faire devant ce constat quasi accablant? Comment le Parlement peut reprendre la main? Comment on peut exercer notre pouvoir de contrôle, d'évaluation? Et comment être plus efficient? Je pense que l'efficience des moyens publics, ça doit être notre fil conducteur. Ce n'est pas un problème de quantité, c'est un problème d'efficience. Donc, est-ce qu'il y a des préconisations ou est-ce qu'il y a des orientations vers lesquelles on devrait aller? Parce que si on n'a pas, on s'en va et c'est triste. Oui. Ah. Bon, typiquement, par exemple, pour que ces organismes soient justifiés, je pense qu'il faut un minimum de salle critique. Alors, sinon, organiser un opérateur indépendant, on ne voit pas très bien quelle est la signification s'il y a 4 personnes dedans qui versent 50 000 € à leurs contribuables associés. Donner quelques exemples. Il y a des micro-opérateurs, on peut dire ça ne sert strictement à rien. Voilà. Après, il y a des organismes, des opérateurs, il y a des rapports de la Cour des comptes sur certains de ces opérateurs qui montrent depuis très longtemps que leur utilité est limitée. Par exemple, je pense à dont on a parlé récemment pour d'autres raisons, l'Agence française des infrastructures de transport, la FIT, je ne sais jamais dans quel sens le dire. La Cour des comptes a toujours expliqué que ce machin ne sert quasiment à rien. C'est un faux nez de l'État qui sert pour des raisons budgétaires, des opérations affreusement compliquées d'alimentation de fonds de concours de l'État dans lesquels, alors là, on finit par ne plus rien y comprendre. Effectivement, c'est un excellent moyen de brouiller les pistes sur le financement des transports. Et il fait quelque chose que l'État pourrait faire lui-même. D'ailleurs, il y a très peu de gens. Il y a un président, mais au-delà, il y a 3-4 personnes, donc il y a très peu de gens, mais qui manient des milliards d'euros. C'est pas la même chose que l'ASP, l'Agence spéciale de développement, elle manie des milliards d'euros, mais avec beaucoup plus de gens, parce qu'il y a un vrai travail d'attribution en fait, de toutes ces subventions à l'agriculture, etc. Mais l'Agence de financement des infrastructures, je me suis toujours demandé à quoi elle servait. Bon, par exemple, voilà. Donc, il y a des cas, voilà, comme ça. Et puis après, je pense qu'il faudrait se donner, en effet, mais moi, c'est pas une doctrine d'emploi, je ne l'ai pas, hein, je l'ai pas toute faite. Hein, donc, j'ai simplement ce réflexe, c'est-à-dire qu'il faut un minimum, une taille critique. Après, je laisse à votre réflexion. Si je peux me permettre, moi je souscris à ce que vous dites. Je pense qu'il y a quand même, est-ce que c'est aussi une question que je pose, au fond, cette évolution des opérateurs, des ODAC, etc., une bonne image, une bonne représentation plutôt de la dérive technocratique, bureaucratique, qui a connu notre pays depuis 30 ans. Et tout le monde est responsable, encore une fois. Aujourd'hui, le politique n'a plus de pouvoir, moi je veux dire ce que je pense vraiment. Quand je vois l'évolution du rôle de l'Assemblée nationale, du Parlement globalement, depuis 30 ans, et notamment ces dernières années, on nous a tout supprimé. On ne peut, y compris dans les petits détails matériels de la vie de tous les jours, où on est poursuivi pour 1 euro. Et donc il y a une espèce de chape de plomb, de difficulté à maîtriser l'agenda, même s'il y a eu quelques réformes qui vont dans le bon sens. Et surtout, encore une fois, moi c'était lors du précédent quinquennat, ou peut-être sous Hollande, je ne me rappelle plus, on nous a supprimé la possibilité, qui était pourtant, qui faisait consensus assez largement dans les différentes familles politiques, d'avoir une agence indépendante qui nous permette d'avoir un recul et un regard, de ne pas dépendre des données de l'État. Moi j'étais rapporteur spécial du budget du commerce extérieur ou de l'agriculture pendant des années, à la commission des finances. J'ai toujours été fasciné par le fait qu'en fait, on nous demandait de rapporter à partir sur le budget de l'État, mais à partir des chiffres et des informations que nous donnaient les mêmes qui nous avaient fourni le budget. Et on n'avait aucun moyen. Moi j'avais un administrateur, en gros, 5 jours par an.
Parce qu'il y avait beaucoup d'autres trucs à faire pour m'aider à travailler. On avait, à part nos petites mains et notre sens de la débrouillardise rurale ou provinciale, on n'avait pas beaucoup de moyens de savoir. Il y a quand même un problème de dérive bureaucratique, et les agences, au fond, c'est un élément de plus qui fait échapper le contrôle et la gestion par le peuple, c'est-à-dire par ses représentants du Parlement, du fonctionnement de l'État et de la dépense publique. Je trouve que ça va très très loin. Donc, il me semble qu'une des réformes majeures, on l'a évoqué tout à l'heure, devrait être au contraire, dans le cadre de la réforme de l'État, de rétablir le Parlement dans toute sa mission de contrôle et d'avoir peut-être parallèlement, je crois que c'est une proposition qui est faite par le Ceci aussi. Alors pour le coup, est-ce que c'est un ministre ou un secrétaire d'État, est-ce que c'est un organisme encore qui va être un membre de l'État, mais une instance qui, à la fois sous le contrôle du politique, sous la direction du politique, établit et fait respecter les objectifs, la stratégie, parce qu'il n'y a aucune stratégie dans tout ça part dans tous les sens, et deuxièmement, contrôle maintenant on appelle ça les COM, hein, les contrats d'objectifs et de moyens, maintenant c'était les contrats d'objectifs et de performance, puis ça a changé, parenthèse, personne n'y croit, c'est des machins, des textes qui ne servent strictement à rien, qui utilisent pour le coup beaucoup de commissions pendant très longtemps, ça ne sert à rien. Enfin, j'exagère un peu, hein, mais donc est-ce que c'est pas ça, finalement, la question, est-ce qu'il ne faut pas taper un coup de poing sur la table? Je ne pense pas qu'il y ait une volonté, en fait, je pense que ça s'est fait beaucoup plus, je dirais, au hasard, et en réalité sans volonté, sans planification, etc. Il y a eu, avec la LOLF, c'est clair qu'il y a eu cette volonté d'adopter un modèle de fonctionnement avec objectifs, performance, etc., mais qui n'imposait pas forcément donc, de rendre autonome les gestionnaires de programmes, d'une certaine façon. Et cette autonomie, cette misation à travers... Je pense qu'elle s'est faite de manière totalement aléatoire. En fait, au fur et à mesure de décisions des uns des autres, malheureusement d'ailleurs quelque part, justement, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de volonté. Il y a à un moment, on a décidé qu'on allait. Alors parfois pour de très bonnes raisons. Moi, je pense que l'autonomisation des universités, c'est une bonne réforme. Quelque part, ça renvoie quand même à ce mode de fonctionnement. Donc, parfois c'était justifié, parfois ça ne l'était pas, mais en tout cas, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de logique. Bon, comme ça, voilà. Ça arrivait à certains moments. Est-ce que ce n'est pas le contrôle et l'évaluation qui manquent le plus? La culture du contrôle, la culture de l'évaluation, et du coup la capacité à remettre en cause. On peut très bien, enfin, ceux qui sont chefs d'entreprise, on peut prendre une décision, quelques années on estime qu'elle est plus bonne, ça ne nous pose pas de problème de revenir en arrière. Le problème de l'inertie de l'État, c'est que remettre en cause quelque chose qui a été décidé par des prédécesseurs, quelle que soit la sensibilité ou la couleur politique, c'est très compliqué. Quoi. Il y a une sorte d'inertie des administrations centrales qui font qu'on n'ose jamais remettre en question quelque chose qui est devenu un fait. Quoi. Une inertie, je me permets d'intervenir, une inertie et puis quand même aussi une volonté que les parlementaires que nous sommes n'aillent pas trop mal leur nez là où ça fait mal. Et on le voit d'ailleurs, même quand on pose la question à nos concitoyens en disant à quoi ça sert un député, quand vous leur posez la question, ils disent la première chose c'est de dire à rien, certains, d'autres à voter des lois, mais la mission de contrôle du gouvernement, elle vient jamais à l'esprit des gens. Et on est obligé de leur expliquer qu'effectivement ça fait partie de nos missions, mais en fait ils ne voient pas vraiment l'intérêt, parce que c'est vrai aussi qu'on donne peut-être pas une très bonne image nous-mêmes, quand on pose des questions, que ce soit les questions au gouvernement ou les questions écrites, et tu me le disais tout à l'heure, une fois sur deux, soit on n'a pas la réponse à la question, soit ça tombe à côté, soit on essaie de noyer, le gouvernement essaie de noyer le poisson, et c'est flagrant quand on pose des questions pendant justement l'examen du projet de loi de finances ou de la projet de loi de finances sécurité sociale. Et donc, en fait, c'est vrai que cette mission de contrôle, peut-être que nous-mêmes, petit à petit, on l'abandonne parce qu'à force de ne pas avoir de réponse, on la met de côté, c'est possible aussi. Oui, je pense, vous avez raison, mais je pense qu'en effet, il y a des effets de cliquet qui sont vrais. Mais alors qui jouent, je pense particulièrement souvent, lorsqu'il y a des affectations de taxes. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à l'affectation de taxes, parce que une fois que vous avez affecté une taxe, après, elle vie, etc. En revanche, quand c'est un financement de ces opérateurs crédits budgétaires,
principe, quand même, le Parlement vote chaque année le montant de ses crédits. Il vote même d'ailleurs les emplois, puisque chaque opérateur a fait l'objet d'un plafond d'emploi. Alors, il y a des fuites, parce qu'il y a une partie des emplois de ces opérateurs qui ne sont pas sous ces plafonds, parce que justement, ils sont financés par des ressources propres. Donc le gros risque, il est là. Il est de créer des opérateurs qui sont trop autonomes, dans le sens où ils ont des ressources propres, ils ont des taxes affectées, et à ce moment-là, ils vivent leur propre vie, et le Parlement n'en entend plus jamais parler. En revanche, bon, les autres, normalement, vous votez chaque année les subventions pour charges de service public et les plafonds d'emploi. Oui, mais prenons l'exemple par exemple des aides à la presse. C'est très difficile d'avoir des réponses claires sur les aides à la presse. Sur les aides directes, vous les avez, mais toutes les aides indirectes, avoir des chiffres, ça relève quand même de... Sur le syndicat. Non, c'est sûr. Puis on est totalement dépendant en fait de l'administration d'État elle-même, qui nous fournit les informations et qui nous fournit les vérifications des informations. Je schématise. Donc on a un vrai problème structurel. Moi je pense que c'est des éléments de réappropriation du pouvoir par le politique, par le peuple, c'est-à-dire par ses représentants du Parlement. Et ça, ce que tu disais, c'est la mission de contrôle qui est effectivement toujours oubliée par nos concitoyens. On ne voit que l'hémicycle, mais on oublie qu'il y a aussi les salles de commission, que les rapporteurs spéciaux de la commission des finances ont des droits de visite sur pièce et de contrôle sur pièce et sur place, etc. etc. Et je pense qu'on devrait avoir la possibilité ce qui serait utile d'ailleurs pour le fonctionnement de l'État, d'une agence indépendante qui, notamment sur ces questions d'agence extérieure ou de comment on appelle ça, démembrement de l'État, pourrait contrôler, vérifier que la stratégie existe, qu'il y ait des efforts de gestion. Parce que moi, je ne suis pas a priori contre les agences. Elles peuvent être, encore une fois, efficaces. Elles ont été capables de développer de façon opérationnelle des savoir-faire qui ne sont pas forcément dans les couleurs des ministères eux-mêmes. Mais il y a quand même, me semble-t-il, une idée. D'ailleurs, on a encore un peu de temps, je ne sais pas, mais que vous nous disiez, si vous avez pu regarder deux questions. La première, c'est est-ce qu'on peut mesurer, ce que vous disiez tout à l'heure, on l'a vu au moment du Covid, l'embolisation, la lenteur, le ralentissement du fonctionnement de l'État, des décisions, de la mise en œuvre, et donc de l'économie, au regard de la multiplication des opérateurs, des intermédiaires, etc. Il faut attendre que telle commission soit prononcée pour pouvoir avoir le droit d'avancer dans le dossier. Est-ce que ça se mesure? Et deuxièmement, est-ce que vous pensez que c'est important? Je ne connais pas de mesure. Non, mais est-ce que vous y pensez quelquefois? Et puis j'aimerais bien que vous me parliez aussi, parce que c'est un truc qui revient de façon récurrente, oui, mais les agences, c'est bien pratique pour organiser un certain nombre de gens. Et c'est la retraite au-delà de 64 ans. Et donc, il y a vous avez fait une étude, je crois, où ça a été fait sur les 10 plus importantes rémunérations dans chaque organisme. Ah ben dans le jaune opérateur. Et on arrive, c'est systématique, voilà. La formation est donnée systématiquement. Voilà, Dans le jaune, on arrive avec ça comme ça. Ah bah oui. Donc on imagine le montant des salaires d'un certain nombre de gens. Une des raisons de la création des agences, c'est bien justement d'avoir des organismes qui sont plus souples, dont la gestion est un peu plus souple que celle de l'État. Notamment parce que ils peuvent employer des salariés de droit privé, où ils ne sont pas forcément obligés d'avoir des fonctionnaires, etc. Donc ils ont un peu plus de souplesse en matière de rémunération, ça peut avoir des avantages parfois, ça peut conduire en effet à ce genre aussi d'effet pervers. C'est-à-dire qu'on a des postes de direction dans des agences qui sont très bien rémunérés et qui servent en effet pour certains de parachute, je ne sais pas comment on appelle ça. De parachute doré. Parachute doré. Mais ça échappe encore une fois à la vigilance. Daniel, la parole. D'abord, merci pour cette initiative, merci pour cette présentation, toujours de grande qualité. Peut-être plusieurs observations de ma part. Nicolas, tu as rappelé que nous avions une dette à près de 3 000 milliards, nous avons un déficit public qui tangente les 5% de notre PIB, et je crois vraiment qu'il y a, au niveau du gouvernement, en tous les cas à Bercy, de la part de Bruno Le Maire, la volonté vraiment de s'attaquer à ce problème. Alors avec plusieurs instruments qui sont proposés,
notamment une revue des dépenses publiques, là, qui est en cours à l'heure actuelle au sein de chaque ministère, des assises des finances publiques qui vont avoir lieu en mai. Également, nous avons mis en place sous l'ancienne mandature le printemps de l'évaluation. Et je pense qu'il faut que nous, en tant que députés, nous nous saisissions de ces propositions-là, et notamment des assises des finances publiques. Bon. La question des agences de l'État, des opérateurs, des autorités administratives, faisait l'objet d'une réflexion que j'ai menée, que nous avons menée dans le cadre de ce qu'on a pu appeler la Task Force sur la dépense publique. Bruno Le Maire m'avait confié cette responsabilité en 2022. Nous avons fait un certain nombre de propositions pour encadrer, je dirais, la dépense publique liée aux agences de l'État. Bon, nous avons eu un succès mitigé dans nos initiatives, mais il nous a été demandé de poursuivre ce travail. Alors, moi, je ferais bien une proposition qui consisterait à dire à tous ceux qui sont intéressés par le sujet, de manière transpartisane, eh bien, on y va. Et puis, dans le cadre des assises des finances publiques, du printemps de l'évaluation et de la préparation du projet de loi de finances 2024, on fait un certain nombre de propositions. Alors, moi, s'agissant du modèle anglo-saxon de NGP, nouvelle gestion publique, sur le principe, je trouve que la démarche est intéressante, avoir un ministre fort et des agences qui mettent en œuvre les orientations politiques et qui rendent des comptes sur leur l'efficacité, sur leur performance, etc. Sauf que le phénomène s'est inversé. C'est-à-dire que nous avons peut-être des ministres qui ne sont pas toujours forts, et nous avons des agences qui deviennent très très fortes et qui font la politique. Oui, c'est ça. La politique. Exemple, ma question hier voilà. sur l'agriculture. Donc, là, on a un vrai souci de la réappropriation effectivement du politique sur l'action publique. Parce que ce ne sont plus les politiques qui font l'action publique, ce sont les responsables, soit au sein des cabinets, soit au sein de ces agences. Bon. Par ailleurs, il y avait l'exigence d'un contrôle de l'efficacité de ces agences, autorités, etc. Sauf que ce contrôle ne s'exerce pas. Il n'y a pas véritablement de contrôle de la performance. Bon, le jaune budgétaire, bon, il y a des informations, mais il est quand même très faible dans notre capacité à apprécier si l'agence en question est performante ou pas. Bon. Donc il faut qu'on réintroduise effectivement du contrôle. Alors, la question, tu l'as évoquée à plusieurs reprises, d'une agence indépendante au service du Parlement, de l'Assemblée nationale. Ça existe, en Angleterre, par exemple. Bon. Mais quand même, là j'aurais une réserve. Nous avons, la Cour des comptes fait quand même un travail très très important, qui est quand même indépendante, et qui aide quand même beaucoup les parlementaires. Et je dirais que si on s'emparait de toutes les recommandations faites par la Cour des comptes, eh bien, on avancerait rapidement. Il faut rendre opposables les conclusions de la Cour des comptes. Enfin, un grand pas en avant. En fait, il faut la séparer un peu plus quand même de l'État. Il faut la rapprocher encore plus du Parlement. Peut-être. Mais moi, dans la mission qu'on avait confiée Bruno Le Maire sur cette réforme publique, j'avais pas rédigé un énième rapport pour dire ce qu'il fallait faire. Parce que j'avais constaté que sur étagère, on avait déjà tout un tas d'études, d'experts extrêmement compétents qui font des recommandations, qui ont fait des recommandations, et il suffit de piocher à l'intérieur. Et puis de dire, voilà, pourquoi ce que dit la Cour des comptes, ce que dit le Conseil des prélèvements obligatoires, ce que dit le Cercle d'analyse des économistes, pourquoi on n'applique pas ça? Alors que, en plus, ces recommandations sont répétées, étude après étude. Et puis, on n'a pas un très beau travail à faire. Il suffit de collationner. Et moi, je l'ai fait dans le cadre de cette défense. Peut-être rajouter que il y a un phénomène de redondance
de recoupement. C'est-à-dire que vous avez des agences qui font plusieurs fois les mêmes choses. Enfin, qui font les mêmes choses plutôt. Bon. Donc là, il y a un travail de rationalisation à faire. Et il faut que nous engagions ce travail. Pourquoi? Vous avez pour exemple, pourquoi l'ASP ne fait pas le boulot d'Agrimaire? Agrimaire qui est chargé des paiements dans le secteur agricole, pourquoi c'est pas l'ASP? Bon, surtout que l'Agrimaire fait mal le boulot. On a des remontées dans nos territoires ruraux d'agriculteurs, de viticulteurs voilà, qui ont participé à une exposition internationale. Agrimaire devait les aider, il y avait un engagement ferme et résolu, et puis ils ne voient pas arriver l'argent de la part d'Agrimaire, parce que Agrimaire ne fonctionne pas formidablement. Bon. Donc, pour terminer mon propos, moi la proposition que je fais, c'est que si on est intéressé par le sujet, eh ben on y va ensemble. Soit dans le cadre d'une mission formelle d'information, soit de manière informelle aussi. On peut s'emparer de ces sujets-là sans avoir un cadre très formel. D'autant que, je le répète, nous avons déjà sur étagère tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Ce qui manque, c'est la volonté politique d'avancer sur ce terrain-là, de la part du gouvernement. Moi, je suis très à l'aise sur la question. Bon. Il faut que les députés s'emparent avec ténacité, pugnacité, de manière un peu teigneuse du sujet. Bon. Et je pense qu'il y a une fenêtre d'opportunité avec la volonté politique, en tous les cas de Bruno Le Maire, d'avancer sur ce terrain. Vraiment. Je dis aussi librement que je peux par ailleurs regretter un manque de volonté politique jusqu'à présent de s'emparer du sujet, je l'ai bien dit, de la dette et du déficit public, qui plombe les prix de vente de nos entreprises et qui plombe également le pouvoir d'achat des ménages. S'agissant de la taxe affectée, moi, je ne suis pas du tout favorable à ça. Je suis pour l'universalité de l'impôt et je suis pour le contrôle par le Parlement des engagements de dépenses, des crédits de paiement pour que ce soit l'État qui rebudgétise. En définitive, c'est taxe affectée. Et il y en a beaucoup qui peuvent être justifiés. Bon, ok, mais à mon sens, il y en a un grand nombre qui sont totalement injustifiés et qu'on devrait rebudgétiser pour réintroduire du contrôle parlementaire sur les subventions qui sont attribuées à ces organismes. Donc moi, je suis disponible pour travailler avec qui veut sur ces sujets-là. En tout cas, je suis sensible à ce que tu dis. Moi, je suis d'accord à fond sur l'idée d'avoir un petit groupe de travail informel. Comme ça ne donnera pas... ça ne fera pas jaser bêtement. C'est tellement gentil que ça. Mais au moins, on sera utile au pays. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je pense qu'on est sur pareil. Et à ce moment-là, je demande à Alice, mon assistante, de coordonner ceux qui sont d'accord. Qu'on puisse, par exemple, c'est ce qu'on avait fait, je l'ai dit tout à l'heure, alors plus dans le cadre de mon groupe politique, mais on avait fait ce travail consistant à auditionner, effectivement, à regarder ce qui existe sur les étagères, à la fois les think tanks, à la fois la Cour des comptes, à la fois un certain nombre, pour faire des propositions très concrètes, et on avait été mandaté par personne pour les réductions des dépenses. Et là, on peut le faire, bien sûr. Très bien, merci beaucoup. Écoutez, je vous propose de conclure ce rendez-vous parlementaire, vous l'avez répété. Là où les déficits avoisinent effectivement les 150 milliards annuels, où la dette va bientôt franchir la barre fatidique des 3 000 milliards d'euros, il est en effet grand temps de regarder les économies qui doivent être faites. Et l'une des conclusions d'une agence pour retrouver des sources d'économies certaines, et dans ce cadre-là, le rôle des députés est évidemment fondamental en la matière. C'est la raison pour laquelle le contrôleur associé demande la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les agences de l'État pour vous permettre d'y voir plus clair pour que des décisions en faveur de l'intérêt des contribuables soient prises au plus vite. C'est l'une des pistes d'économie certaines, mais il y en a d'autres. Les Français sont frappés par une fiscalité de plus en plus lourde, sans avoir en contrepartie des services publics de plus en plus efficaces. Sur ce thème, comme sur d'autres, nous sommes prêts à travailler avec tous les députés qui souhaitent faire avancer la cause des contribuables. Comme vous le savez, la quasi-totalité des Français sont contribuables, puisque nous sommes tous éligibles à des impôts ou des taxes. Il suffit d'aller acheter du pain pour payer une taxe, en l'occurrence la TVA. Encore faut-il le rappeler aux Français, qui sont tous effectivement contribuables.
Donc n'hésitez pas à nous solliciter, vous avez nos coordonnées dans les pochettes qui ont été remises. Merci encore, monsieur le député, de nous avoir permis d'organiser cette réunion. Merci aussi à votre équipe d'y avoir participé activement. Et merci à François Ecal d'avoir une fois de plus consacré une partie de son temps, comme on sait, précieux, à la cause des contribuables. Merci encore à toutes et à toutes et à très bientôt. Au revoir.